C'était en 1994, à la une des journaux télé, le père Blanchard, missionnaire français, interpellait la France et la communauté internationale sur ce désastre qui était en train de se jouer au Rwanda et qui allait faire 800 000 morts au moins. Depuis, la réconciliation est loin d'être achevée au Rwanda. Chaque mois d'avril, mois de commémoration du génocide, vient raviver cette plaie humaine, morale et spirituelle. Réconciliation difficile donc, même si la reconstruction plus matérielle est en cours et semble en tout cas bien engagée. Le pays a en tout cas changé depuis le génocide. Il essaye de refaire sa vie, pourrait-on dire. Et je vous propose de découvrir ce nouveau Rwanda, ce Rwanda d'aujourd'hui, avec un spécialiste de la région de l'Afrique des Grands Lacs, qui en revient tout juste. Cyril Musila, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes enseignant à l'Institut catholique de Paris, vous êtes chercheur à l'IFRI, l'Institut français de relations internationales, et vous êtes un spécialiste de la géopolitique des conflits. Je précise que vous n'êtes pas rwandais, mais congolais. Et cependant, je le disais, vous êtes revenu très récemment du Rwanda, vous avez passé une partie du mois d'avril là-bas. Un mois d'avril particulier, toujours pour les Rwandais, parce que c'est un peu le mois de commémoration de ce génocide de 1994. Quelle était l'ambiance ? Oui, effectivement, le mois d'avril est un mois de douleur, en tout cas de commémoration pour tout le peuple rwandais. L'ambiance est en fait l'ambiance un peu de tristesse, de rappel de ce que le pays a vécu en 3 mois, jamais inégalé, en termes de massacres et des pertes en vies humaines. Et le pays se rappelle cet événement, ou ces séries d'événements, et essaye de savoir d'où il est parti et où il va. Et en fait, c'est une période assez spéciale. J'ai eu la possibilité de vivre au Rwanda pendant 2 ans et donc de revenir assez souvent dans le cadre de mon travail. Donc souvent, je me retrouve au Rwanda au mois d'avril et chaque fois, c'est un mois qui est très très différent des autres mois de l'année. En particulier parce que, justement, on replonge, on rappelle, les médias rappellent, la télévision sans cesse remontre des images, et toute l'ambiance, en fait, est l'ambiance de la commémoration. Et est-ce que c'est un moment qui est pour vous utile à cicatriser la plaie, ou au contraire, ça ne fait que raviver cette plaie ? C'est difficile à dire très brièvement parce que pour la plupart par exemple, de rescapés, c'est les moments les plus pénibles qu'ils vivent, de se rappeler que, moi je me rappelle par exemple des amis qui me disent c'est la période où je sens le plus l'absence de mon papa, de ma maman ou de mon frère. Autant dans l'année, dans le reste de l'année, il n'est pas là ou ils ne sont pas là, mais en ce moment-ci, on nous le rappelle et c'est encore très très difficile à le vivre. Malgré l'épaisseur de l'année, des années, c'est-à-dire maintenant ça fait 17 ans à peu près, oui 17 ans que c'est passé, mais en tout cas les gens qui ont vécu ça conscients, c'est-à-dire ceux qui étaient pas très enfants, mais en tout cas jeunes et adultes, ont l'impression que c'est difficile à vivre. Oui. Par contre, le jeune génération qui n'ont pas vécu ça sont mieux informés de ce qui s'est passé. Je pense que c'est un travail important de devoir de mémoire et aussi d'étapes de cicatrisation. J'espère que la plupart de personnes trouvent dans cette commémoration le moment de refaire un peu le point par rapport à eux-mêmes, d'où ils sont partis, quel est le sens de la vie, qu'est-ce qui s'est passé vraiment réellement dans ce pays, et qu'est-ce qu'on peut espérer pour l'avenir. Est-ce que vous, qui depuis le génocide de 1994, êtes venu à plusieurs reprises au Rwanda, donc vous avez pu voir l'évolution de cette réconciliation, est-ce que vous avez l'impression qu'il y a eu une avancée dans cette réconciliation, dans ce processus ? Oui, je pense bien qu'il y a une avancée. Il y a une avancée. Bon, on ne se réconcilie pas facilement comme ça d'un génocide. C'est pas une dispute. C'est pas une dispute simple, mais c'est des massacres. C'est des massacres de masse, de morts de masse, et beaucoup de blessures très très profondes. Et c'est aussi le désastre par rapport à la société elle-même, à la profondeur de la société. Et c'est pas en 10 ans,
15 ans que la réconciliation est faite, toute faite. Mais moi, j'estime en tout cas des personnes que je rencontre, des amis avec qui j'ai travaillé, que je rencontre régulièrement, d'autres personnes. Donc on sent bien cette démarche de, oui, réconciliation, effectivement, qui est en route, qui n'est pas complètement achevée, mais qui a franchi des étapes et que, consciemment, en tout cas, beaucoup de Rwandais vous rappellent finalement qu'on est un seul peuple, qu'il y a eu des dérives, qu'il y a peut-être des manipulations historiques, politiques, peut-être autour de la colonisation, peut-être autour des acteurs politiques de l'époque, mais qu'il est important pour que ce pays vive, que cette communauté nationale vive, de pouvoir ressouder les liens, recréer l'ambiance d'un pays qui vit au même rythme pour les uns comme pour les autres. Alors, Cyril Musilov, on parlait de cette réconciliation douloureuse après ce génocide et d'une cohabitation difficile entre Hutus et Tutsis au lendemain, en tout cas, de ce génocide, y compris d'ailleurs au sein de l'Église. Je vous propose d'écouter 2 témoignages qui en disent long sur le sujet. C'est extrait d'un documentaire qui s'intitule tout simplement « Réconciliation ». On regarde. Les gens étaient très froids, c'était très difficile de manifester sa joie. Les gens déjà s'accusaient mutuellement. C'est vrai à l'église, quand les gens sont à l'église, quand on dit donnez-vous la paix, ils se donnent la paix, mais c'est avec des grincements des dents. Lorsque la guerre a commencé, les gens sont venus pour tuer. Beaucoup des nôtres sont morts à ce moment-là. C'est là que mon mari et mes enfants ont péri. C'est là que j'ai appris à les haïr tous. J'ai même appris à me détester moi-même. C'est la haine de moi-même qui m'a poussée à penser à mon avenir. À l'époque, je suis venue pour en finir. Je suis venue dans l'intention d'en finir, de me suicider. Mais une voix intérieure m'a dit « Si tu te suicides à cause de leur mort, qui portera ton deuil? Où iras-tu, toi ?» Cyril Musila, témoignage poignant sur cette question de la réconciliation, on le voit bien. Est-ce que vous avez l'impression justement que le peuple rwandais a toujours ce souvenir aussi profondément marqué que dans ce témoignage-là de ce génocide? Oui. Le peuple rwandais est très marqué, effectivement. En particulier les survivants du génocide. Ceux qui ont vécu ça dans leur chair, ou dans la chair de l'heure, de voir ses frères et sœurs se faire massacrer, et survivre dans les marais, essayer d'échapper au massacre, et ressortir après 3 mois de cache ou même plus, quasiment à l'oque humaine, et essayer de se reconstruire humainement et socialement, retrouver sa place en tant qu'humain, c'est pas simple, c'est pas simple. Et c'est en ce moment-là qu'on voit la force, en tout cas, de ceux qui ont survécu, ceux qui ont vécu ça de part et d'autre du génocide, de dire regardons vers l'avenir, quel avenir peut-on rebâtir ensemble, quelle épaisseur de confiance on peut commencer à reconstruire, parce que les génocides, c'est en fait à s'aimer la méfiance réciproque. Et même, la dame le dit bien, la méfiance en soi-même. Et ça, c'est le sentiment le plus fort, la haine de soi-même, de se détester soi-même. Parfois, de se détester pour qu'on a survécu, alors que d'autres ont été massacrés. Voilà, donc tout un ensemble de sentiments très, très ambivalents et qui rend un peu mal à l'aise. Pas mal à l'aise en tout cas d'avoir... moi, c'est les sentiments que j'en retire. Quand je discute avec des gens qui ont le courage de vous en parler, vous sentez parfois ces malaises et les gens fondent en larmes. Mais en fait, c'est la force de dire qu'un avenir est possible et qu'on peut le reconstruire ensemble. Et c'est cet apprentissage-là, je pense, qui est le plus important aujourd'hui, que le Rwandais, à différentes échelles, remette
progressivement en place. Bien sûr que la peur ou le sentiment un peu de haine, mais du pourquoi surtout, et il est toujours là présent. Hein. Ben, pourquoi ça a pu arriver? Et ça, c'est toujours permanent dans les interrogations de gens. Alors, dans ce processus de réconciliation collective, on a beaucoup parlé de ces fameux gachacha, ces tribunaux de droit coutumier, j'aurais tendance à dire. Est-ce que vous pouvez nous en dire deux mots? De quoi s'agit-il, ces fameux gachacha? Alors, le gachacha, en fait, que j'ai appris aussi sur place, en fait, ce n'est pas né avec les génocides ou après les génocides. En fait, c'est un procédé, c'est un processus de tribunal de réconciliation traditionnel, entre guillemets, qui a toujours existé. Dans les villages, ces villageois? Ces villageois, en tout cas, c'est coutumier, où des personnes ou des communautés qui ont connu des périodes de disputes ou de mésententes arrivent à trouver les moyens de se parler. Voilà. Il s'est trouvé qu'au moment où, après le génocide, il y a eu beaucoup de cas de personnes à juger. Les tribunaux étaient pleins. Les prisons étaient pleines et la justice était débordée dans le sens où il y avait ces problèmes à régler, donc des gens qui ont massacré, qui ont porté atteinte aux droits humains, mais aussi la société à recoudre, effectivement, et des juges qui avaient été certains assassinés, d'autres partis en exil, donc toutes les structures, on peut dire, d'un État en termes de rendre justice inexistant, il fallait créer, inventer un système, en tout cas capable aussi bien de résoudre ces problèmes, mais aussi de résoudre la société. Et ces gachacha, ils ont servi, ils continuent encore aujourd'hui de servir à cette réconciliation? Officiellement, en tout cas, la période du processus de gachacha est quasiment clos. En tout cas, on a un certain nombre de rapports officiels qui circulent, qui sont disponibles sur un certain nombre de sites. Mais je crois, j'ai tendance même à dire que c'est un processus permanent. Régulièrement, j'assiste enfin, j'ai encore vu tout récemment donc des amis qui repartaient dans leur village d'origine au cours de ce mois d'avril, qui est vraiment le mois de commémoration, d'essayer de retrouver l'essence des liens sociaux avec les voisins qui avaient peut-être commis des massacres ou qui n'avaient pas fait grand-chose, ou ceux qui avaient contribué à protéger. Bon, en tout cas, de résoudre un peu le sens de communauté là-dedans. Bon, ça continue, hein, et en tout cas, les sentiments qu'on a quand on discute avec un certain nombre de personnes, c'est que, ça a été une étape importante, ce gachacha, de pouvoir aussi bien suppléer la justice, mais aussi créer la possibilité de réconciliation. Alors, voilà. Depuis 1994, le tribunal pénal international pour le Rwanda est assez critiqué, notamment au Rwanda. On lui reproche surtout de n'avoir condamné que ceux qui ont été vaincus. Est-ce que c'est vrai selon vous, et est-ce que c'est un sentiment qui est partagé par tous les Rwandais? Alors, est-ce que c'est vrai tout d'abord? C'est vrai. En tout cas, de la part de la population rwandaise, de ceux que avec qui j'ai l'occasion de parler, qu'elles soient cette population, qu'elle soit Hutu ou qu'elle soit Tutsi, officielle ou non officielle, hein, c'est le cas du officiel joue un rôle au sein de la société, administration ou pas, mais ou de simples citoyens, le sentiment c'est de dire que le TPIR, ce tribunal pénal, a été beaucoup plus un gros gâchis en termes de moyens mis à la disposition, de procédures en termes de jugement par rapport aux résultats concrets. Quelques personnes condamnées. Quoi, 11, hein, c'est ça? 11 à peu près, en tout cas, pas plus que ça. D'autres cas qui traînent un peu, mais beaucoup de cas de personnes qui devaient être jugées, peut-être, en tout cas, écoutées en termes de témoins ou en termes de participants dans la nature. Voilà. Et ça, en tout cas, beaucoup de Rwandais reprochent, le gouvernement premier, en tout cas, reproche aussi au TPIR de ne pas avoir fait assez là-dedans. Et que deuxièmement aussi, l'autre approche, mais
mais d'autres catégories de population. Il faut aussi de dire, bon, est-ce qu'on a, le TPR n'a pas regardé seulement d'un seul côté, n'a pas regardé de l'autre côté du génocide aussi, qu'est-ce qui a fait quoi concrètement? Et là, effectivement, en ce moment-là, on a l'impression qu'aujourd'hui, le TPR, bon, a quelque peu failli à cette mission, mais en même temps aussi a contribué à sanctionner le grand ténor du génocide. Hein. Bon, au moins, une partie de ce travail a été fait, bien qu'on estime que ce n'était pas suffisant. Ouais. Alors, un des lieux emblématiques du génocide de 1994, c'est Kibéo, un lieu d'apparition mariale du début des années 80, un sanctuaire important pour le Rwanda, et c'est là aussi que des milliers de personnes ont été massacrées en 1994. Aujourd'hui, Kibéo est donc devenu aussi un lieu spirituel de réconciliation animé par les prêtres palotins polonais. Je vous propose de découvrir ce sanctuaire aujourd'hui avec cet extrait d'un documentaire. On regarde. La réalité des apparitions et le sanctuaire de Notre-Dame des Douleurs à Kibéo peuvent devenir un instrument important de réconciliation. Les pèlerins de tout le pays et aussi des pays voisins se réunissent ici. Il arrive souvent qu'ils n'étaient pas en bonne relation auparavant et cependant ils prient ensemble. Une apparition est authentique. On ne sait jamais avec certitude. On peut en avoir la probabilité, on peut en avoir la certitude morale. Une apparition n'est jamais un dogme. Ce n'est pas la foi de l'Église, ça illustre la foi de l'Église. C'est un petit signe qui est donné aux croyants, un précieux petit signe, tellement précieux que les plus grands sanctuaires de l'Église, sauf Saint-Pierre de Rome, sont tous des sanctuaires d'apparition. Il a dit qu'elle venait pour nous remettre debout, parce qu'il voyait que le monde était en danger, et allait très mal, qu'il fallait donc pouvoir nous aider à nous redresser. C'était un appel urgent à la conversion, au repentir. Il disait que repentez-vous, repentez-vous, sinon vous allez tomber dans un gouffre. Le monde va mal. Ici au Rwanda, on n'a pas voulu se convertir suffisamment. On a vu les conséquences de la guerre, le génocide. Et même dans notre région des Grands Lacs, on voyait tout le sang qui a coulé et qui coule encore. Tout ça, ça montre que justement, le cœur de l'homme a du mal à se convertir. Voilà, Monseigneur Misago, qui, je le précise, a été accusé de complicité avec le génocide, mais qui a été blanchi à 2 reprises. Cyril Musila, Monseigneur Misago, parle de conversion des cœurs. Et le Rwanda, on le sait, hein, avant ce génocide, était un pays très chrétien, peut-être même considéré par certains comme un modèle d'évangélisation. Comment une telle négation des valeurs de l'Évangile a-t-il pu être possible dans ce pays très chrétien? Est-ce que, vous qui avez cherché à comprendre ce génocide, est-ce que vous avez une clé de compréhension à nous donner aujourd'hui? Difficile de dire, difficile de répondre. Il y a quelques petites explications, entre guillemets scientifiques, qu'elles soient structurelles ou conjoncturelles, entre le fait que sur un territoire assez petit quand même, et une densité de population, les enjeux des disputes autour de la terre, c'était un pays essentiellement agricole, où on vit de l'agriculture, donc les gens se sont battus d'abord pour l'accaparement des terres. Il y a une dimension qui est celle-là qui est un peu structurelle, mais aussi la conjoncture qui était celle de l'époque. C'est une conjoncture un peu de paupérisation accélérée, hein, donc la chute du prix du café et du thé qui sont le principales ressources exportées, donc qui apportent des devises, mais aussi
l'ajustement structurel. Excusez-moi, mais est-ce que ceci peut expliquer réellement le génocide? Enfin, qu'est-ce qui peut nous permettre aujourd'hui, nous, de comprendre qu'il y a eu au moins 800 000 morts par génocide? Enfin, c'est pas seulement, j'imagine, des questions ni de propriété, ni de terre, ni d'économie. Absolument. Et c'est ça qui est complètement incompréhensible ou même injustificable. On n'en sait pas plus aujourd'hui. On ne sait pas plus aujourd'hui comment la folie humaine peut se déchaîner à ce point. On a tué les voisins, on a tué les gens connus, hein, c'était pas des étrangers, non, c'est des voisins qui se connaissaient. Et c'est là vraiment le sens de la question, comment expliquer cette faillite humaine et de considérer la personne en face comme quelqu'un à écraser. Et c'est la grande question. Alors, dans cette faillite humaine, l'Église catholique a aussi été critiquée, notamment parce qu'une partie de ses membres les plus éminents étaient proches du pouvoir Hutu. On a aussi, du côté du Rwanda, beaucoup critiqué l'attitude de la France, ce qui fait qu'aujourd'hui, les Rwandais se détournent un peu de l'Église et se détournent aussi un peu, voire peut-être beaucoup de la France, pour plutôt se tourner vers une culture anglo-américaine. Est-ce que ça, c'est quelque chose que vous avez pu constater sur place au mois d'avril? Alors, ce que j'ai constaté, que j'observe maintenant de plus en plus progressivement, c'est que effectivement, l'Église a été beaucoup critiquée aussitôt après le génocide. On connaît un peu l'histoire, c'est pas la peine de rappeler en tout cas des prêtres qui ont été accusés, des évêques et ainsi de suite, mais surtout les églises ont été des lieux même de massacre. On a vu Kibéo qui était un sanctuaire, mais en même temps aussi là on a massacré des chrétiens, des catholiques. Et donc les massacres se sont faits entre chrétiens. Voilà. C'est des chrétiens qui ont tué d'autres chrétiens, entre autres. Effectivement, ça crée beaucoup de questions. Comment on peut en arriver là? Comment le membre de l'Église, qui croit en un même Dieu, qui ont la même foi, peuvent se détester à ce point? Voilà. Et certains se détournent justement de l'Église aujourd'hui à cause de ça? Certains se sont carrément détournés de l'Église. En tout cas, sont allés... Et vers où ils vont alors justement? Vers l'islam, par exemple, qui est devenu une religion assez importante. Hein, c'est-à-dire, est-ce qu'on peut avoir une idée de quoi Bon, en tout cas, si on considère à peu près les données démographiques, on peut parler à peu près de 3-4% de la population, hein, qui est déjà assez importante en termes d'évolution par rapport à ce qui existait avant. C'est l'islam qui vient d'où? D'un pays voisin, enfin, qu'on essaye de... Bon, d'abord, c'est l'islam qui est arrivé par le réfugié qui était parti. Le problème du Rwanda, c'est qu'il y a eu plusieurs successions de massacres, donc ceux qui étaient partis en exil, donc s'étaient installés dans les pays voisins qui sont certains musulmans, comme la Tanzanie ou le Kenya, un peu l'Ouganda, et sont revenus avec leur religion, entre guillemets, et puis avec une démarche aussi de peut-être... tenter d'autres à se convertir vis-à-vis de cette religion catholique où les églises ont servi à des massacres, où des prêtres ont été accusés, où les chrétiens eux-mêmes ont été acteurs de génocide. Donc, un bon départ, en tout cas des chrétiens, qu'on a déploré autour de l'Église catholique. Est-ce que vous avez constaté aussi sur place que finalement la France avait une image mauvaise et que du coup l'ensemble de la société rwandaise se tournait maintenant vers la culture américaine, anglaise? Est-ce que ça c'est... Oui, alors on a beaucoup accusé la France autour de l'opération turquoise, hein, qui a été analysée pour ceux qui la critiquent, cette opération, d'être le processus qui a permis d'exfiltrer un certain nombre de personnes, des personnalités impliquées dans le génocide. Aujourd'hui, Cyril Musila, il nous reste 40 secondes dans cette émission. Est-ce qu'aujourd'hui, la société rwandaise est devenue une société plutôt anglo-américaine? Elle est devenue quasiment anglo-américaine, hein, dans le sens où, par exemple, dans l'éducation, dans l'enseignement, l'anglais a remplacé ou est en train de remplacer le français. Et l'anglais est devenu une des langues officielles, ou même c'est la langue officielle, si on tient compte de la progression. De moins en moins, on parle français à Kigali ou à Butare ou ailleurs. L'université aussi commence à enseigner en anglais. Donc, du coup, l'influence, entre guillemets, de la langue française est en train de disparaître. Quoique le collège, les lycées français est très, très apprécié. Nous en reparlerons peut-être certainement dans une prochaine émission, Cyril Musila. Nous reparlerons très certainement du Rwanda.
Merci beaucoup d'avoir participé à cette émission d'Église du Monde sur le Rwanda. Merci à vous de l'avoir suivi et je vous donne rendez-vous pour une prochaine édition d'Église du Monde. À très bientôt, au revoir.